Bien, donc nous reprenons notre session de ce matin avec Kitsu Dubois. Et j'ai un vraiment très 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 grand plaisir à présenter Kitsu. Donc, qui est danseuse et chorégraphe. Et elle fait partie de ces chorégraphes de la danse contemporaine à avoir exploré d'autres lieux et d'autres espaces pour la danse que le plateau du théâtre. Bon, notamment des façades et d'autres choses de ce genre. Mais elle a fait beaucoup de choses, donc je vais être très bref. En 1990, elle a été la première artiste à faire l'expérience de la pesanteur en vol parabolique avec le CNES, donc avec l'Agence spatiale française. Et au fil des années, Kitsu a participé à 21 campagnes de vol parabolique, donc qui sont ces moments où on expérimente la pesanteur dans un avion. Et à ce jour, c'est l'artiste qui a fait le plus de travail et de vol en apesanteur, hormis quelques cosmonautes russes qui sont aussi des artistes. Depuis par le biais de spectacles, mais aussi d'installations et de son enseignement, et je pense que l'enseignement est un point extrêmement important dans la vie de Kitsu, elle travaille la matière de l'apesanteur pour l'incarner dans le corps de ses interprètes, donc pour nous la ramener ici à percevoir sur Terre. Donc elle travaille avec des performeurs qui sont des danseurs, mais aussi des circassiens. Mais elle travaille aussi en collaboration étroite avec des chercheurs en sciences et technologies, et ça aussi c'est un point très important de son travail et de sa recherche. Donc elle vient de publier un livre sur son parcours et sur son approche, un livre qui s'appelle « Danser l'apesanteur » qui a été publié par les éditions alternatives théâtrales, et livre qu'elle vous dédicacera et signera à la fin de la présentation de cette matinée, donc juste avant le repas de midi. Donc je lui laisse la parole. Donc bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Donc voilà, donc je vais être un peu comme... je vais être ici un peu pour donner une sorte de témoignage de mes expériences, puisque en fait, comme l'a dit Annick, j'ai eu pas mal de vols paraboliques, ce qui ne représente pas énormément d'heures en vol, mais au bout du compte quand même une expérience assez forte. Et surtout, cette expérience m'a tellement bouleversée qu'elle a complètement changé mon approche de la danse. Et à l'époque, 1990, donc depuis, en fait, ça a tout orienté mon travail, et je travaille sur cette matière-là, évidemment sur Terre, et puis en vol quand je peux le faire. Mais donc voilà, c'est un peu l'histoire d'une expérience qui bouleverse et qui fait qu'après, depuis 20 ans, je suis sur cette matière-là. Donc je vais essayer j'ai donc pas mal réfléchi. En fait, mon rapport art-science est arrivé à cause de cette expérience aussi, puisqu'en fait, j'ai été en contact avec des scientifiques, et c'est là où j'ai commencé. D'abord, j'étais pionnière, donc j'avais aucune info. Donc ça a des avantages et des inconvénients, parce que j'étais quand même un peu toute seule. Donc où est-ce que j'ai trouvé un cadre ou un moyen de pouvoir mener des réflexions? C'est dans le cadre scientifique. Donc voilà, et donc en fait mon expérience art-science a démarré aussi avec cette histoire-là, cette expérience-là. Donc voilà, donc c'est à travers ça que je vais vous témoigner un petit peu en quoi le sens de ma communication, c'est les corps, la modification des corps en microgravité, et qu'est-ce que cette modification des corps finalement amène et nous amène. Moi, je vais vous en parler sur Terre, parce que de toute façon, je ne suis pas allée dans la station, mais un peu comme cette tendance, mais c'est normal, je dirais ethnogravitaire que nous avons, en pensant que de toute façon, le fait de pousser pour avancer et la relation à la gravité est quelque chose d'évident et tout le temps présent, et on ne se pose pas cette question-là. Et d'un seul coup, d'aller dans un autre milieu, c'est un peu toute la question de l'espace-temps qui revient, qu'on prend en pleine figure, je dirais, alors qu'on y est aussi sur Terre. Mais d'un seul coup, ça ouvre un champ, un regard sur notre propre corps sur Terre, un regard différent. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Donc d'abord, un peu vous dire... J'ai touché quelque chose. Bon, de toute façon, je ne vais pas tout de suite montrer les images, mais quand même... Continuez à
Voilà. D'abord, vous dire que l'absence de gravité modifie complètement la sensation du corps. C'est-à-dire que toute la question, en fait, moi je suis chorégraphe, donc la question de l'organisation du mouvement, des stratégies comportementales, elle est remise en question parce que les appuis, l'appui fondamental qui est la gravité, devient virtuel. C'est-à-dire qu'il n'est plus là. Donc on a d'un seul coup une perte de repère absolument totale, parce que la force principale autour duquel on s'organise, et on s'est toujours organisé depuis des décennies, c'est la gravité. Donc ça fait presque l'expérience du vide, ça n'est pas le vide, mais on a l'impression d'avoir perdu cette force principale. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi ce sentiment du corps, c'est-à-dire que d'un seul coup, on est un petit peu que des yeux. C'est-à-dire qu'on a on ne sent plus son corps. Donc c'est à la fois, c'est très libérateur, enfin c'est très libérateur, je ne parle pas pour moi, mais en général. Et justement, pour moi, ça a été très très fort parce que comme on ne sent plus son corps, il faut se reconcentrer pour réavoir un corps. C'était fondamental, évidemment. De là d'où je viens, ne pas avoir de corps, c'est une perte d'identité absolument totale, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire vous avez votre identité mentale, cérébrale, etc., votre personnalité, mais votre corps, il raconte aussi tout ça, et sans corps, c'est un peu difficile. Donc finalement, cette expérience de l'apesanteur, c'est un peu un voyage de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut d'un seul coup remettre en place des stratégies internes pour faire les connexions entre le centre et les extrémités du corps et le centre du corps. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un ailleurs, c'est juste un comportement, c'est juste une réadaptation, une adaptation complètement différente, qui est donc qu'on ressent instantanément, c'est-à-dire instantanément, on vit ça. L'autre chose aussi incroyable en apesanteur, c'est qu'on a une multitude d'informations sensibles qui nous parviennent instantanément. C'est-à-dire que c'est complètement paradoxal entre cette perte de corps dont je vous parlais et aussi la richesse des informations qui nous arrivent. Ces informations-là, on les a, mais on ne les ressent pas sur Terre parce que la gravité les camoufle. Donc en fait, on a d'un seul coup ce sentiment de plein de choses qui nous arrivent, mais qu'on a un peu de mal à percevoir. Donc il faut ralentir, faut se poser, il faut éviter de trop bouger pour pouvoir sentir un peu ce qui arrive. L'autre chose incroyable aussi, c'est que le mouvement est infini. Ce qui est compliqué, c'est de l'arrêter. Donc ça aussi, c'est fait partie de ces informations multiples dont je vous parle, c'est-à-dire que en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, vous êtes tous assis dans la salle, mais à l'intérieur, dans votre corps, ça n'arrête pas de bouger. Ça circule, le sang circule, les articulations s'organisent par rapport à la position assise. Enfin, tout est en mouvement. Vous ne le sentez pas trop parce que la gravité l'emporte, mais par contre, c'est en mouvement. Donc, d'un seul coup, c'est ce petit voyage intérieur qui se passe, qui fait qu'effectivement, vous avez la sensation d'un mouvement infini. Et ce qui est compliqué, finalement, c'est de l'arrêter. Donc, il y a toutes ces sensations paradoxales. Oui, l'autre chose extrêmement étonnante aussi, c'est qu'on ne tombe plus. Donc, toutes les tensions liées à la peur de la chute disparaissent. Or, elles sont extrêmement importantes sur Terre. Le terme de chute, dans tous les sens symboliques, réels, etc., on est tout le temps à même avoir un peu de mal à plier, de peur de tomber. Donc là, ça change complètement tout, parce que d'un seul coup, on a une sorte de tranquillité, je dirais. Enfin, après, c'est très subjectif ce que je vous dis, parce que tout le monde peut le vivre d'une façon différente. Mais en tout cas, voilà. Et donc, toutes ces sensations sont, comme je vous le disais, paradoxales. C'est-à-dire qu'il y a une sensation paradoxale entre le vide et le plein, entre l'absence et la présence, l'absence de sensation, la présence de sensation, entre la perte et l'ancrage, entre le plaisir et la peur, entre la rapidité et la lenteur. Tout d'un seul coup, on est obligé de réorganiser tout ça dans ces paradoxes-là. Donc je dirais que l'expérience de la microgravité
crée à la fois une sensation d'immersion constante, comme être à l'intérieur de la matrice, tout en étant dans un désordre environnemental dû à la perte de repères. Donc on est vraiment dans ce paradoxe-là. Donc j'ai un peu avancé sur ce que je vous avais dit. Donc en fait, quand on est en microgravité, pour pouvoir exister, il va falloir, je vous disais tout à l'heure, qu'on ait des yeux, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être l'espace. Sauf que si on est l'espace, sans faire attention à son corps, au bout d'un moment, il ne se passe plus rien, il n'y a plus d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. On est l'extérieur. Donc cette nécessité de reconstruire un corps, c'est aussi la nécessité de recréer une relation entre le dedans et le dehors. À partir du moment où j'ai une sensation de l'ensemble de mon corps, je peux comprendre les questions de distance, la relation au toucher, par exemple, qui est très particulier, puisque dès qu'on touche quelque chose, on est repoussé. Donc en fait, d'un seul coup, je peux commencer à reconstruire une relation avec le milieu, le nouveau milieu dans lequel je suis, et mes sensations personnelles de mon espace à moi. Donc on est vraiment dans ce rapport absolument interactif, c'est pas le bon mot, mais on est complètement relié au milieu. On ne peut pas exister en dehors de ce milieu, et pourtant, il faut créer une distance par rapport à ce milieu pour exister. Et je dirais que c'est exactement pareil sur Terre. C'est-à-dire que vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas danser de la même façon en étant dans un petit couloir restreint, en étant à l'extérieur ou en étant sur un plateau avec des lumières différentes, etc. Donc, on est relié au milieu. Nous, on l'a un peu à oublier parce qu'on le connaît tellement qu'on ne se pose plus cette question du milieu. Voilà, donc ça, c'est les sensations. Comment... Ouais, voilà, je vais vous montrer des images. Ça va faire du bien. Ça y est, ça marche. Super. Donc, attends, j'avance un peu. Et donc, ça, c'était en Russie. J'avance. Hein. Je vais vous montrer le vol russe. Voilà. Donc, vas-y. Hop. Le vol russe, c'est un très gros avion, c'est un Ilyushin. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 3,50 m de hauteur. Donc, tout est pensé seconde par seconde. Et c'est pour ça que là, nous, il y avait... Donc, moi, j'avais déjà fait des vols, mais les autres, il y a 2 circassiens et une danseuse avec moi. Et eux, c'est leur premier vol. Donc, ils essayent déjà de trouver une verticale. Donc, la verticale, c'est tout à fait subjectif, puisque on pourrait dire qu'en apesanteur, c'est la connexion entre la tête et les pieds, en interne. Mais finalement, c'est pas, voilà, on ne sait pas vraiment très bien où on est. Donc, ce qu'on voit très bien dans la difficulté. Après, comme je vous disais, dès que vous touchez quelque chose, vous êtes repoussé. Donc, tous les petits endroits d'appui permettent de reconstruire une proprioception, mais donnent aussi des informations. Donc, comme tout bouge et tout va très vite, il faut être extrêmement posé pour... voilà. Et quand vous touchez l'autre, tout le flux de mouvements contenu dans le corps de votre partenaire, vous le ressentez. La relation au partenaire, c'est plutôt une relation de flux que, comme on le nomme sur Terre, une relation de contact. Or, en danse, quand ça passe, le contact, c'est parce que justement, ça communique des pieds au toucher de l'autre, de son partenaire. Si je me fais bien comprendre... Alors lui, par exemple, c'est intéressant, c'est un trampoliniste absolument génial, c'est Mathurin Bowles. Et en fait, les trampolinistes, ils construisent tous leurs mouvements avec le regard, les yeux, enfin les yeux entraînent tout le reste du corps, sur la question de l'atterrissage, puisque c'est très violent sur le truc du trampoline, sur la paroi. Donc on voit bien que lui, il devient presque un tétard parce qu'il est dans cette stratégie des yeux qui entraîne tout le corps. Il faut qu'il se calme. Mais bon, c'est pas très évident, hein, ça dure 25 secondes, donc là on est 3, c'est très compliqué parce que du coup il y a 3 flux, je dirais, informations de flux qui passent entre tout le monde. C'est moi qui suis la plus posée, mais évidemment, puisque j'ai
déjà l'expérience, donc je suis un peu plus calme. Les autres, c'est une excitation très forte, quoi. Hop, hop, hop. Attendez. Voilà, on va rester là. Donc, je dirais que le vol en apesanteur, c'est pas réellement un vol. C'est plutôt être autre, léger, ouvert, en orbite, puisqu'en fait, on tourne sur soi-même. Pour se déplacer d'un point A à un point B, il faut pousser, il faut avoir une poussée, quoi. Donc là, entre autres, dans l'avion, il faut toucher la paroi ou toucher le corps de quelqu'un. Donc voilà, c'est plutôt cette question-là. Donc comment ça s'inscrit dans le corps de la danse? Donc moi, en tant que chorégraphe, donc je vous disais que cette expérience m'a bouleversée, mais il y a de quoi, évidemment. Par contre, comment faire pour traduire ça sur Terre alors que la gravité est tout le temps là? Donc c'est un petit peu compliqué. Et j'ai mis un petit peu, enfin ça a pris un peu de temps, mais du coup, et dans ma relation avec les scientifiques, je me suis beaucoup inspirée de la question de l'expérimentation. Et mon processus de création s'est inspiré de ça. Et donc, en fait, j'ai plongé, je dirais, en vol, les danseurs ou les circassiens que j'ai emmenés en vol. Mais c'est un peu compliqué quand même d'avoir d'un vol, même si j'en ai fait une vingtaine, c'est sur 20 ans. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, l'autre milieu, cette question de l'immersion, l'autre milieu évident, c'est l'eau. On pourrait dire qu'être en apesanteur, c'est être comme dans l'eau sans l'eau. Et donc, avec les danseurs, je les ai plongés dans l'eau. Et en fait, toute la question d'être dans l'eau, j'ai essayé de développer le même dispositif, c'est-à-dire ce n'est pas de pousser pour avancer, de pousser l'eau pour avancer, mais c'est de se poser sur l'eau pour sentir les mouvements de l'eau et réagir à ces mouvements de l'eau. Et donc, avoir une gestuelle qui est en lien avec ça. Donc, et cette expérience-là, elle n'est pas très simple parce que l'eau, c'est des contraintes différentes, mais entre autres, c'est la contrainte de la respiration et elle est très, très, très profonde à l'intérieur du corps, cette contrainte de la respiration. Entre autres, dans des disciplines comme la danse ou le cirque, qui sont quand même des disciplines avec des gens très volontaires, il ne s'agit pas de faire agir la volonté d'arriver à rester. Il faut vraiment ce fameux lâcher-prise, c'est-à-dire accepter cette dualité entre la conscience du mouvement et le lâcher-prise au milieu, se laisser aller au milieu. Ce n'est pas très simple, ça demande du temps, et il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas et tout, mais ça, c'est le processus intéressant qui serait analogue au type de comportement à développer en apesanteur pour intégrer ce milieu-là un peu plus vite. Donc, je vais vous montrer. Alors, je suis désolée, je fais que des manips, mais bon, je vais vous montrer parce que c'est assez bien. Donc, l'eau, voilà, l'eau, voilà, la nuit blanche, une expérience dans l'eau. Voilà. Donc là, c'est une image en vol, évidemment. Normalement, il y a du son, mais... Cette idée du mouvement ralenti pour arriver à maîtriser. On peut baisser un peu le son. C'est pas trop fort pour vous? Un peu, hein? Et donc là, c'est le travail dans l'eau, en piscine. Donc avec un fond, la piscine est entièrement recouverte de noir, elle est retapissée.
Donc voilà, ça c'est vraiment les expérimentations. Et donc avec les danseurs ou les circassiens, ils sont plongés, je dirais, dans ce milieu immersif. Et après, il s'agit sur Terre de retrouver. Donc on crée comme ça une expérience, un imaginaire. Je ne suis pas très juste. Si, c'est un imaginaire, mais réel. Parce que cette impression, mes expériences en vol, c'est j'ai eu le sentiment, moi, de vivre à l'intérieur de moi, enfin, que toutes mes sensations intérieures de danseuse, finalement, ne devenaient plus abstraites. C'était comme si je pouvais les toucher en apesanteur, comme si elles devenaient concrètes. Parce que je ne sais pas si j'arrive à trouver les mots pour le dire, mais c'est vraiment d'un seul coup, c'est du vécu. Alors que quand on danse, qu'on est interprète, évidemment qu'il se passe tout ça. Mais c'est presque volatile, ça échappe et c'est pas très évident. Là, avec cet autre espace-temps, ça existe. Et l'expérience de l'eau, elle donne ça aussi, c'est-à-dire comment, une fois que les danseurs ou les circassiens sont allés ou en vol ou dans l'eau, ils ont l'expérience et donc un imaginaire d'un autre possible. Et donc ils vont se présenter face au mouvement avec cet autre possible. De fait, c'est pas possible sur Terre, mais c'est possible. Donc d'un seul coup, ça donne des démarches et des stratégies qui sont tout à fait différentes. Donc voilà, c'est une manière pour moi de nourrir les interprètes qui travaillent avec moi, comme d'autres peuvent les nourrir avec des poèmes, des textes, des choses. Moi, c'est avec ces expériences. Et entre autres, je vous disais qu'on perd les appuis en apesanteur. Les appuis sont virtuels parce que, en fait, il faut bien localiser dans le corps l'endroit où part le mouvement, ensuite le chemin du mouvement dans le corps et la projection du mouvement vers l'extérieur. C'est ça le plus important. Donc il faut, en termes d'écriture chorégraphique sur Terre, il faut prendre son temps, c'est-à-dire aller plus profondément dans les appuis, prendre le temps de les percevoir, ce qui n'est pas complètement évident, parce que souvent on a déjà pensé à la phrase gestuelle d'après, rester sur ces appuis, en avoir conscience et avoir conscience du chemin dans le corps. Et cette question-là, c'est pas très simple, c'est obligatoirement un mouvement plus lent. Et dans mon rapport au public, je suis dans la question de l'empathie. C'est-à-dire, puisqu'on est dans l'immersion, le rapport au public, c'est un rapport d'empathie. Et si le danseur est dans cette qualité-là, l'empathie, ce qui va se passer pour les spectateurs, c'est quelque chose du même genre dans son corps. Et au niveau du regard, comme le spectateur n'arrive pas à percevoir l'endroit de l'appui, son cerveau n'arrive pas bien à reconstituer le mouvement. Donc du coup, il est sur le mouvement, sur les corps des danseurs qui le suivent. Donc il n'est pas dans ah ben ça va aller là, et puis dans l'après-mouvement presque. Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de cette écriture-là, donc qui est obligatoirement une écriture un peu, voilà, oui, lente, parce qu'il faut donner le temps de ça pour le vécu et pour le spectateur aussi. Ça, c'est le deuxième milieu. Après, j'ai aussi beaucoup travaillé avec l'image, d'abord parce que l'image, dans tout ce qu'on fait en vol est filmé, comme vous avez pu voir, et donc elles sont assez fortes, ces images quand même. Donc elles résonnent pour la question de l'empathie et elles permettent d'avoir envie, ou pas d'ailleurs, d'y aller. Et l'image a vraiment beaucoup servi en termes de scénographie, même de rapport à son propre mouvement. Quand on regardait ces images, parce que quand on descend de l'avion, c'est tellement soudain, c'est des séries de 25 secondes, qu'en fait, on n'arrive pas à faire fonctionner la mémoire tout de suite. Elle est trop bousculée avec toutes les informations qui nous arrivent. Et donc, quand on re-regarde les images, d'un seul coup, on revit ce qu'on a vécu. Donc les images ont vraiment une fonction réelle de stimulateur, je dirais, du vécu, mais sans qu'il y ait une narration, une histoire ou quoi. C'est vraiment sur le corps brut, quoi. Et donc j'ai beaucoup utilisé les images dans les installations, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu. Donc après, la question des installations, c'est... excusez-moi, mais je vais y arriver. Hop. Je
Je vous remets celle-là, j'espère qu'on va pas... Ah si. Donc, tac, je vous montre. Voilà. Excusez-moi, hop. Et donc, je vais vous mettre tout de suite au filaire. Donc, toute la question de l'image, c'est comment... Voilà. Comment l'image... finalement, comment traiter l'image pour que l'image raconte aussi ce lien d'immersion, ce lien, cette relation complètement fusionnelle avec le milieu. Ben là, c'est un traitement de l'image, ça s'appelle les filaires, c'est-à-dire les contours du corps, qui finalement sont reliés aux contours de l'habitacle. Donc à chaque fois, c'est une démarche, je ne peux pas vous parler de tout, mais je pense que celle-là est assez représentative d'installations vidéo qui permettent effectivement à la fois... donc c'est des installations immersives dans lesquelles le spectateur peut se déplacer, et entre autres qui a été créé à la Maison européenne de la photo, au festival Art Outsider, donc, que je remercie au passage. Donc voilà, cette relation à l'image, et donc ça nous sert autant dans l'expérimentation, c'est-à-dire dans les moments de création, de recherche et de création, que pour la présentation, soit sur le plateau, soit pour des installations. La troisième chose, là je suis un peu au bout de mon temps, non ? Ouais. La troisième chose très importante et que je développe beaucoup là, c'est le rapport au capteur. Alors, toc. C'est-à-dire que je positionne, je pense que dans la salle vous connaissez un peu tous ces dispositifs. Donc, en fait, je mets des capteurs sur le corps des interprètes. Avec des dernièrement, je vais vous parler de mon dernier spectacle puisque je suis dedans, tant qu'à faire. Ça s'appelle Écoute Expansion. Et donc, c'est avec le laboratoire, le CICM Musidanse, avec Anne Cédès, qui est compositrice. Et en fait, on a des capteurs sur le bras des deux interprètes. Il y a deux acrobates, un au sol et un sur le mât. Et en fait, donc, Anne Cédès a créé un univers sonore spécifique pour chacun des acrobates. Et en fait, eux, avec leurs gestes, c'est pas qu'ils font la musique, c'est que cet univers sonore se déplace dans l'espace, est multitemporel. Ça veut dire qu'avec leur mouvement, leur engagement corporel, ils déplacent la matière, je dirais presque. C'est pas qu'ils font gling, glong, 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 c'est qu'il y a une sorte de matière immersive, matière sonore, et avec leur mouvement, ils vont la transformer, la déplacer, etc. Et là, dans ce dernier, donc ça, c'est super parce qu'eux, ils sont obligés d'être à l'écoute. En même temps qu'ils déplacent, ils écoutent toutes les micro-transformations qui leur arrivent de leur mouvement. Et que peut-être, donc il y a un schéma d'écriture, mais à l'intérieur de ce schéma d'écriture, il y a toujours des improvisations possibles. Ça veut dire qu'il a décidé de faire ça. À ce moment-là, peut-être le son, il était prévu de faire ça, mais le son lui donne envie plutôt, peut-être, de faire ça. Donc il y a vraiment cette question de l'immersion au sein de cette matière sonore. Et là, on l'a couplé avec une matière lumineuse. C'est-à-dire, en même temps, ils déplacent sur le plateau la lumière en fonction de leur mouvement. Donc ça fait comme une sorte de musique visuelle. Donc je vous développe un peu ça parce que c'est vraiment le cœur de comment sur Terre essayer de développer des dispositifs qui permettent de vivre, d'avoir cet autre point de vue, cette autre approche du mouvement, proche de la microgravité. Et donc en ce sens, c'est ça ce corps modifié, c'est que d'un seul coup, on déplace juste le champ, le regard, la sensation, on déplace le focus. Et ça nous apporte de l'ouverture, des possibles. Voilà. Donc on est toujours sur Terre. Je ne suis pas en train d'imaginer de vivre là-haut, mais je vous ai donné, je crois, à peu près... Alors, je vous montre quand même une petite chose pour finir, qui est quand même un petit bijou. C'est la chaise. Qu'est-ce que ça va vous donner quand même bien la conscience de cette écriture du mouvement. Attendez, j'arrive, parce que là, c'est presque fini. Hop. Le parcours, voilà. Ok. Alors, donc, c'est une performance qu'on tourne toujours, mais qui est un peu le cœur de... Voilà.
Donc c'est une chaise posée sur un plateau. Et donc là, Laura est vraiment donc c'est Laura de Nercy, qui est une danseuse et une chorégraphe, qui est allée en vol, qui est allée dans l'eau. On a mis la chaise dans l'avion, on a mis la chaise dans l'eau, qui a donc développé effectivement des possibles sur une autre manière de bouger. Donc c'est vraiment un rapport extrêmement sensible entre les appuis, dilater l'appui dans tout le corps, c'est-à-dire à la fois aller plus profondément dans l'appui et à la fois dilater cet appui dans l'espace du corps pour donc c'est un transfert constant dans tous les appuis qu'elle a à l'intérieur du corps. Et il y a aussi cette sensation d'un corps global, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que ça se passe qu'au niveau de la hanche ou là qu'au niveau du bras, c'est tout le corps qui est à chaque fois en action, qui est en action n'est pas le bon mot, qui est présent, qui participe au moindre petit mouvement, comme bouger un bout de doigt ou et la chaise n'est pas accrochée. Donc c'est un rapport aussi de centre de gravité, entre le centre de gravité de Laura et le centre de gravité de la chaise. Ok. Hop. Eh ben, je vous remercie.